retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle vidéo FAQ. Ça va être une FAQ concernant la deuxième maison que nous avons achetée avec Corentin. Cette FAQ va parler budget, va parler travaux, va parler création d'entreprise, un petit peu tout ça étant donné que j'ai reçu pas mal de questions concernant ce projet. Pour recontextualiser un petit peu, avec Corentin nous avons acheté une deuxième maison en septembre 2022 et nous l'avons entièrement rénovée. Le rez-de-chaussée me sert de local commercial pour mon entreprise et le premier étage nous en avons fait un appartement qui est maintenant du coup en location depuis plusieurs mois. Et suite à ce projet du coup j'ai eu vraiment pas mal de questions sur plein de petits trucs techniques sur la création d'entreprise mais pas que. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de recouper toutes ces questions et toutes ces réponses dans une seule et même vidéo. Par contre je crois que vous êtes en train de vous dire ouais ok c'est une vidéo FAQ, elle s'étale de la crème sur la tête. Et c'est parce que je vais faire cette FAQ de façon un petit peu différente parce qu'en fait de base je voulais faire une FAQ classique face cam, sauf que j'arrive pas à trouver de moment pour faire la vidéo face cam et c'est aussi pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo depuis un petit moment, c'est que je voulais recommencer les vidéos avec cette FAQ, sauf que je n'arrive pas à avoir de temps pour me poser et répondre à cette FAQ. Du coup je me suis dit Sarah, si tu attends tu vas jamais faire cette FAQ, donc en fait je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée, donc ça va être une vlog FAQ. Je vais peut-être pas forcément fort vous montrer des trucs de ma journée, mais le but c'est de répondre un peu à vos questions tout au long de la journée et enfin sortir cette vidéo FAQ. J'ai eu vraiment pas mal de questions je trouve, donc voilà, j'ai essayé d'y répondre au mieux et j'espère que ça pourra vous intéresser. Je vais prendre mon téléphone parce qu'à l'intérieur j'ai mis toutes les petites questions auxquelles je dois répondre. Faut-il obligatoirement un diplôme, brevet de maîtrise pour ouvrir son entreprise? Donc à savoir au niveau de mes études, j'ai fait un CAP esthétique, un brevet professionnel esthétique et ensuite un brevet de maîtrise esthétique. Alors pour ouvrir son entreprise vous n'avez absolument pas besoin de autant de diplômes. Techniquement pour ouvrir un institut de beauté il vous faut uniquement un CAP esthétique. Par contre par exemple si vous voulez faire uniquement de la prothésie ongulaire, donc vraiment juste les ongles, pose de capsule, semi-permanent, etc. Et bien là vous n'avez besoin d'aucun diplôme pour ouvrir votre entreprise, ni même de formation. Vous pouvez devenir prothésiste ongulaire comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre pour faire tout ce qui est épilation et soins il faut au minimum un CAP. Alors ça varie selon toutes les branches. Il me semble que par exemple pour un coiffeur il lui faut un CAP plus un BP pour ouvrir son entreprise. Donc ça c'est spécifique à chaque métier, mais en tout cas pour devenir esthéticienne et puis pour ouvrir son institut de beauté il vous faut uniquement un CAP. Est-ce que je trouve ça suffisant? Pas forcément, mais ça va voir. Comment cela se passe pour faire de la revente de produits, à savoir ici du coup que je propose des prestations de services, donc épilation etc comme je vous l'ai dit, mais je fais également de la revente de produits. Je fais tout ce qui est soin corps et soins visage et je trouvais que c'était hyper important après les soins visage ou les soins corps d'avoir un conseil en plus et de conseiller les clientes sur les produits qu'elles avaient à utiliser à la maison, etc. etc. Du coup j'ai décidé de m'associer avec une marque et de revendre ces produits. En fait pour revendre des produits il faut tout simplement lors de la création de votre entreprise notifier que vous allez faire également de la revente de produits et lorsque c'est notifié après il faut chercher votre marque avec laquelle vous voulez travailler. Sinon vraiment si on parle en termes d'administration, pour revendre des produits il faut simplement le notifier. De toute façon lorsque vous créez votre entreprise il vous demande un peu toutes les choses que vous allez faire dans votre entreprise, donc il faut tout noter. Donc moi j'ai marqué les épilations, les soins du visage, j'ai marqué que j'allais faire les ongles, j'ai marqué que j'allais faire du maquillage et j'ai même également noté des choses que je n'ai pas encore fait maintenant, mais tout ce qui est rehaussement de cils, teinture, c'est des choses que je voudrais ajouter à l'avenir dans ma carte à l'institut et du coup ça je l'avais noté dès ma création d'entreprise et j'ai noté aussi que j'allais faire de la revente de produits. On se retrouve, je suis en pause, j'ai pas du tout le temps de vous reprendre puisque la matinée était assez chargée. J'ai fini de manger, je reprends d'ici 5-10 minutes, du coup je vais répondre à d'autres questions. Tout à l'heure on parlait de la revente de produits, je vous ai parlé du côté vraiment administratif qui fait qu'on a le droit de vendre des produits. Maintenant on m'a demandé du coup comment ça se passait pour vendre des produits, s'il fallait travailler
avec une marque, s'il fallait acheter un stock de départ, etc. Vraiment tout ce que ça comportait de faire de la revente de produits. Donc déjà à savoir comment j'ai trouvé la marque avec laquelle je travaille. Bon, en fait j'ai simplement cherché sur internet les marques qui faisaient de la revente de produits pour les instituts de beauté, les spas, etc. Et après j'ai contacté les marques qui m'intéressaient. Il y avait une longue liste sur internet, j'ai regardé un petit peu tous les marques, je me suis renseignée sur elles par rapport aussi à ce que moi je voulais, les packaging, le côté bio, etc. Enfin bref, c'est tous les petites choses que j'avais envie pour la marque avec laquelle je travaillais. Donc j'ai fait une liste des critères. J'ai choisi les marques qui correspondaient à ces critères et puis après je les ai contactées tout simplement. J'en ai contacté 3 ou 4 il me semble, et puis après on a eu du coup des appels téléphoniques pour pouvoir parler un peu de tout ça en fait, qui m'en apprennent un peu plus sur la marque, savoir comment ça fonctionne de travailler avec elle. Je me suis arrêtée sur une. Après ça du coup j'ai eu encore un appel et puis ensuite elle est venue à la maison. Toutes les commerciales ne viennent pas chez vous ou ne peuvent pas venir dans votre institut. Des fois ça se fait vraiment uniquement en visio, ça dépend des marques. Donc voilà, moi elle vient du coup à l'institut. Pour le premier rendez-vous elle était venue à la maison, je n'avais pas encore l'institut. Et du coup en fait elle m'a vraiment là au global présenté toute la marque. Moi en amont j'avais fait mes recherches sur les produits qu'ils proposaient, les soins qu'ils proposaient, savoir lesquels j'avais envie de sélectionner. Parce qu'à savoir qu'ils proposent plein de soins en cabine, plein de produits, et moi après je pouvais choisir ce que je ne faisais ou pas. La marque avec laquelle je travaille avait quelques petites obligations entre guillemets. J'ai été obligée de faire 2 soins de visage qu'ils proposent, c'est leurs soins un peu iconiques entre guillemets, je sais pas comment dire ça, c'est pas iconique mais vous m'avez compris, mais leurs soins vraiment de base. Sinon après les soins corps j'étais complètement libre, donc voilà, il y avait juste ces 2 soins visage que j'étais obligée de proposer à ma carte si je voulais travailler avec eux. Et ma première commande, il me semble qu'il fallait atteindre 2500 € minimum. En fait elle m'a dit on va voir ensemble voilà tout ce qu'il vous faut pour faire les soins visage, tout ce qu'il vous faut en termes de produits pour démarrer, etc. Et en fonction on verra à la fin si on atteint les 2500 ou pas. Si on les atteint pas il faudra rajouter quelques trucs, si on les atteint pas voilà. À savoir que du coup lorsque j'ai fait ma première commande en fait je crois que j'ai fait presque 3000 € de commande, quelque chose comme ça, parce qu'en fait il te faut beaucoup de stock lorsque tu démarres, il te faut tout acheter. J'ai acheté leur linge, j'ai acheté tous leurs produits, les testeurs, les échantillons, etc. Donc finalement on arrivait vite aux 2500 €. Ils m'ont donné aussi leur tarif conseillé, c'est-à-dire que voilà le soin je peux le vendre je sais pas 60 €, mais si je veux moi je le vends moins, je le vends plus, c'est vraiment leur tarif conseillé. Et ensuite du coup je revends leurs produits, pareil tarif conseillé, après moi je fais moins plus, c'est comme je veux, après c'est ma marge entre guillemets. Et voilà, chaque mois à peu près je refais une commande et chaque mois j'ai une commerciale qui vient, enfin la même commerciale depuis depuis le début en fait, qui vient me présenter les nouveautés, les offres, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour ça. Je reviens chouette du coup sur ce que j'ai dit par rapport à la vente de produits, puisque j'étais un peu pressée par le temps. À savoir que voilà, la marque avec laquelle je travaille, il fallait forcément faire ces 2 soins là, puis au minimum 2500 pour la première commande. Après selon les marques tout est différent, donc il faudra bien se renseigner auprès de la marque avec laquelle vous voulez travailler pour savoir quelles sont ses conditions commerciales en fait. Et ensuite renseignez-vous aussi sur tout le reste en fait. C'est bien de commencer et de savoir les conditions commerciales pour commencer, mais ensuite de savoir tout le reste. S'il y a des obligations de, je sais pas, de vente de produits par mois, si vous avez des comptes à leur rendre ou ce genre de choses. Moi je sais que j'ai pas du tout de compte à rendre, je vends les produits que je vends et puis voilà. Pareil en termes de commande, si je fais une commande à 100 €, voilà, je fais une commande à 100 €. Si j'en fais une plus importante, vraiment je peux faire comme je le souhaite. Il y a simplement voilà, les frais de port sont offerts des 350 € d'achat il me semble. Sinon à part ça vraiment je fais ce que je veux. Ils proposent tout ce qui est coffret, édition limitée, nouveautés produits, etc. Moi si j'ai pas envie de les prendre ces nouveautés ou ces coffrets, je ne suis pas obligée. On me demande quelles sont les démarches administratives pour créer son entreprise. Pour savoir du coup j'étais simplement sur le site, je crois que c'est INPI ou URSSAF, quelque chose comme ça, pour pouvoir créer mon entreprise. En fait tout est assez bien indiqué et j'ai décidé de créer une auto-entreprise avant de se lancer dans quoi que ce soit en termes de démarches.
Je trouve que c'est important d'abord de savoir quel statut vous souhaitez prendre pour votre entreprise, SARL, SAS, EI, etc. Et puis après, moi là je vous parle de l'auto-entreprise et donc j'ai été sur le site et j'ai fait mon auto-entreprise moi-même. En fait j'ai répondu à toutes les questions, etc. C'est assez long, il y a plein de questions qui sont un peu complexes, etc. Mais honnêtement avec un peu de patience et puis voilà, je faisais des recherches sur internet sur certains mots que je ne comprenais pas, etc. Bref, j'y suis arrivée. Mais sur tout ce qui est société, etc., je ne m'y connais pas trop, donc il faudra se renseigner. Moi je sais que j'avais pris pas mal de rendez-vous avec des associations, avec Pôle emploi, avec la Chambre des métiers, avec l'URSSAF également, pour être aiguillée en fait. Donc voilà, moi j'ai simplement été sur le site et j'ai créé mon auto-entreprise moi-même. Il faut juste répondre à plein de questions, c'est plein de pages différentes. Et ensuite vous avez simplement à attendre votre numéro de ciré. Après si vraiment vous n'y arrivez pas ou si vous avez un petit peu peur, n'hésitez pas à vous faire aider. Il me semble que la Chambre des métiers, en tout cas moi il me l'avait proposé de créer mon auto-entreprise avec eux en fait. Simplement il faut les payer. Le droit à des aides pour la création d'entreprise. Alors tout va dépendre de votre situation il me semble. Moi je sais qu'en termes d'aide j'ai le droit à une seule aide et en gros en fait c'était une réduction de moins 50% sur mes impôts. Donc c'est à dire qu'à chaque fois que je déclarais ce que j'avais fait en termes de chiffre d'affaires, je sais pas, je dis une bêtise, au lieu de déclarer, enfin au lieu de me prendre 20% sur ce chiffre, il me prenait que 10%. Donc ça c'est uniquement la première année. Il me semble que vous avez 45 jours pour faire la demande après votre demande de création d'entreprise et pas un jour de plus. Donc ne vous loupez pas. Après est-ce qu'il y a d'autres aides? Oui je pense, mais personnellement moi c'est la seule que j'ai eue. Comment réussir à remplir son agenda lorsque l'on débute? Eh bien c'est la question qu'on se pose tous. Alors je vais vous donner quelques petites astuces qui pour moi m'ont quand même vachement aidé, qui m'ont permis d'avoir quand même un agenda qui était pas trop vide au début. Avant même d'ouvrir mon entreprise, j'ai déjà créé tout ce qui est page Facebook et Instagram et j'ai commencé à communiquer vraiment toute la création de mon entreprise. Moi j'avais les travaux, etc. donc je communiquais et il me semble que c'était 1 ou 2 semaines avant l'ouverture même de l'entreprise. Et en fait j'avais fait un post Facebook dans les différents groupes de villes. J'ai pas mal de groupes de villes en fait, que ce soit ma propre ville ou là où il y a l'institut et les villes aux alentours, et en fait j'ai simplement dit coucou, voilà j'ouvre mon entreprise telle date, à telle heure, je propose telle et telle prestation, voilà si vous souhaitez n'hésitez pas à prendre rendez-vous, les rendez-vous sont déjà possibles, etc. J'avais montré des photos de l'entreprise, je m'étais un peu présentée, etc. et ça avait bien amorcé la chose. Dès que j'avais fait mes posts dans, je sais pas, j'avais fait 5-6 villes aux alentours, et du coup j'avais commencé à avoir quelques rendez-vous, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai distribué des flyers, honnêtement ça n'était pas hyper rentable, pas forcément quelque chose que je vais vous conseiller. Le fait d'avoir un site internet aussi a beaucoup aidé, un site internet avec une réservation en ligne en fait. Vous pouvez m'appeler si vous le souhaitez pour prendre rendez-vous, m'envoyer un message sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez pour prendre rendez-vous, mais honnêtement la plupart des clientes prennent rendez-vous d'elles-mêmes sur mon site internet et sur ma plateforme de rendez-vous, et je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça et qui trouvent ça beaucoup plus pratique et qui, je pense, si je n'avais pas eu ça, n'aurait jamais pris rendez-vous en fait. Donc voilà, ça peut être une bonne chose. Je sais que c'est un investissement au début. Moi il me semble que j'avais payé 600 ou 700 € pour l'année, donc effectivement c'est un investissement, mais je pense qu'il est largement rentabilisé parce que vraiment les clientes préfèrent prendre rendez-vous d'elles-mêmes et à n'importe quelle heure en fait. Le site internet avec la réservation en ligne, le fait d'en parler au groupe aux alentours, les réseaux sociaux, un chouïa les flyers, et puis maintenant que l'entreprise a bientôt 1 an, il y a le bouche à oreille qui se fait petit à petit. J'ai pas mal de clientes qui en parlent finalement à leurs collègues, à leur famille, etc. Et puis du coup j'ai leur famille, leurs collègues, et puis on en parle encore à d'autres. Ça fonctionne plutôt bien. Et là par exemple je fais des cartes cadeaux à l'institut, et pour les fêtes de Noël j'en ai fait pas mal, et les cartes cadeaux ont été offertes à des personnes qui ne connaissaient pas forcément l'entreprise, et du coup elles viennent. Et aussi ce qui aide beaucoup c'est les avis, donc n'hésitez pas à demander à vos clientes, si vous voyez que vous n'avez aucun avis qui se met, à vos clientes de mettre un avis. Moi honnêtement j'ai pas eu besoin de demander, puisque du coup mon site de réservation en ligne envoie un mail quelques jours après la prestation pour demander aux clients leur avis. Donc en fait j'ai eu plein d'avis assez rapidement, que ce soit sur ma plateforme de réservation en ligne ou
sur Google. Je me suis créé ma page Google. Vous savez, quand vous tapez l'institut de beauté avec ma ville à côté, en fait vous avez mon institut qui ressort. Donc voilà, je me suis créé ma petite page Google, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, ça aussi c'est plutôt pas mal. J'ai quelques avis là aussi et je sais que j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit je vous ai trouvé grâce à Google, j'ai vu que vous aviez de bons avis donc j'ai pris rendez-vous. Donc voilà, les avis ça aide beaucoup aussi, donc n'hésitez pas si vous voyez que vous n'avez personne qui vous met des avis ou quoi que ce soit, et à demander en fait tout simplement. Si j'ai toujours été dans l'esthétique, on va dire que oui, étant donné que je n'ai rien fait d'autre. Simplement en fait j'ai fait un brevet, j'ai fait ma troisième et j'avais fait un stage du coup d'esthétique en troisième, mais il m'avait absolument pas plu, donc j'avais décidé de zapper en fait la filière esthétique, institut de beauté, etc. parce que je m'étais dit mon stage franchement j'avais pas du tout aimé, donc à mon avis c'est pas pour moi. Donc j'ai décidé de faire un bac général parce que pour le coup je ne savais absolument pas quoi faire à part l'esthétique, parce que c'était ça que j'aimais bien, tout ce qui est maquillage surtout. Donc en fait j'ai décidé de faire un bac général, j'ai fait un bac littéraire et après mon bac littéraire en fait je l'ai obtenu et je me suis dit non, finalement c'est vraiment quand même l'esthétique qui me plaît, donc j'ai décidé de faire un CAP esthétique. Je l'ai fait en un an étant donné que j'avais déjà mon bac littéraire et finalement en fait ça m'a plu. Donc je pense que c'est juste que 14-15 ans et c'était pas ce à quoi je m'attendais sur le moment, et que finalement lorsque j'ai grandi, qu'à 17-18 ans j'ai fait mon CAP, je me suis rendu compte que si en fait ça me plaisait. Mais ouais, du coup j'ai fait un bac littéraire et puis directement après j'ai fait mes études d'esthétique, donc on va dire que j'ai quand même toujours été dans l'esthétique. On me demande si j'ai déjà été salariée avant de me mettre à mon compte. Et bien non, j'ai juste été apprentie. En gros j'ai fait mon CAP, mon BP et mon brevet de maîtrise en apprentissage. Honnêtement je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment apprendre l'esthétique. Il existe en formation continue avec juste des stages, etc. C'est bien, mais je trouve que c'est vraiment mieux d'être sur le terrain et d'être apprenti, parce que honnêtement en tant qu'apprenti c'est un peu comme si on était salarié. Je faisais 35 heures comme tout le monde, il y a simplement voilà, on déduisait les heures de cours en fait, et sinon le reste j'étais en entreprise, je travaillais sur clientèle. C'est ça qui m'a permis d'acquérir quand même de l'expérience, et en fait voilà, j'ai fait mes 5 ans d'apprentissage et puis ensuite je me suis lancée à mon compte. Donc non, j'ai jamais été salariée. Après c'est un choix, moi j'en avais envie, je me sentais capable et c'est quelque chose que j'avais envie de vraiment depuis pas mal de temps. Je pense que dès mon CAP je me suis dit je vais ouvrir mon entreprise et je voyais pas pourquoi passer par la case salariée. Honnêtement si j'avais pas eu la possibilité d'acheter cette maison et si j'avais pas trouvé de local, et forcément j'aurais fait un CDD ou un CDI ou etc. Mais là tout s'est bien goupillé et du coup j'ai pu ouvrir mon entreprise directement. Et bien j'ai fini pour cette petite partie institut, entreprise, etc. Bon, on se retrouve, on est le lendemain. Je suis désolée, hier je vous ai complètement zappé. J'ai continué un peu à travailler, ensuite j'ai été faire quelques courses et je suis rentrée à la maison. Et en fait je vous ai complètement oublié dans mon sac. Donc continuons cette FAQ avec la deuxième partie qui va être la partie travaux. Donc la question que tout le monde se pose souvent lorsque il y a des projets comme ça, des travaux et tout ça, c'est combien ont coûté les travaux. Je vous avoue que je pourrais pas vous dire exactement combien ont coûté les travaux parce qu'on a perdu le fil à un moment donné, et puis qu'on n'a pas compté aussi travaux purs et durs, mademoiselle. De base on avait fait un crédit travaux de 50 000 €, mais on l'a dépensé entièrement et je pense qu'on est peut-être je sais pas 60 000 € de travaux. Je ne peux pas vous garantir, mais voilà, c'est sûr qu'on a fait plus de 50 000 €. Quand je dis 55-60 000, c'est vraiment travaux purs et durs, je compte pas l'aménagement. Quelqu'un me demande le bilan total du projet, donc achat plus travaux, etc. La maison, on l'a payé 60 000 €. Maintenant, il y a un peu de recul, etc. Je pense qu'on aurait essayé de négocier un petit peu plus la maison. Genre peut-être un 55 000, quelque chose comme ça, parce que du coup, vu tous les travaux qu'il y a eu à faire et tout ça, c'était peut-être quand même un peu cher pour la maison, même si vous allez vous dire 60 000 € pour une maison c'est rien, mais c'est parce qu'elle n'est pas hyper grande et en plus elle était vraiment en très très mauvais état. Voilà, 60 000 € la maison. Comme je vous l'ai dit, on a fait un crédit travaux en plus de 50 000 €, et puis ensuite du coup il y a tout ce qui est frais de notaire, frais de dossier, etc. On a fait un crédit global pour tout ça. On n'avait pas envie de mettre d'apport dans le projet puisqu'on avait de l'argent de côté qu'on souhaitait garder, puisqu'on savait que après les travaux on souhaitait meubler
l'appartement parce qu'on souhaitait faire une location meublée et qu'il fallait aussi que j'achète tout mon matériel d'esthétique. J'avais eu des problèmes durant le projet. Alors je dirais pas qu'on a eu de problèmes à proprement parler, comme je vous l'ai dit, juste on aurait aimé, enfin je pense qu'on aurait été plus intelligent de négocier un tout petit peu plus la maison pour l'avoir un peu moins cher et pourquoi pas faire un crédit de travaux un petit peu plus important, parce que nous le but c'était vraiment avec notre argent de côté de garder un peu d'argent de côté et de meubler aussi l'institut, mais d'en garder un petit peu. Là étant donné qu'on a dû mettre de notre argent de côté pour finir les travaux, et on a fini avec plus rien. Donc voilà, c'est pas grave, le projet est fait, mais disons que c'est la petite chose qu'on aurait dû faire. Et en problème, en soi on n'a pas eu particulièrement, juste un peu des petits trucs un peu administratifs, séparer la maison en deux, et de base on avait fait appel à un architecte et disons que je sais pas si pour lui c'était ok ce qu'il avait fait ou si c'est juste il nous a mal conseillé, mais disons qu'on a dû faire finalement nos dossiers nous-mêmes, etc. parce que c'était pas vraiment très clair, enfin il n'y avait pas fait vraiment fait la séparation des biens, etc. Donc c'est le seul petit problème entre guillemets qu'on a eu, mais sinon non. Comment cela s'est passé pour l'élévation du premier étage? Alors en fait, pour contextualiser, j'essaierai de mettre des photos aussi quand je parlais tout ça, mais en fait vous aviez le rez-de-chaussée de la maison et le premier étage de la maison, en fait il était en pente complètement. En fait vous aviez 1,50 m de hauteur, donc même moi j'étais plutôt accroupie pour pouvoir marcher, donc en fait on a tout pété et on a surélevé le premier étage pour faire ce genre de travaux, sachant que il y avait plus de 20 mètres carrés, etc. On a fait en fait tout simplement un permis de construire qu'on a demandé à la mairie. On avait fait du coup appel à un architecte pour ça. Ça s'est super bien passé pour le côté élévation, etc. Ça il a bien rempli, c'est plutôt le côté séparer le bien en local commercial et en habitation qui n'a pas été correctement fait. Il y a juste quelques petites règles qu'on a dû respecter, notamment le fait de ne pas créer de vis-à-vis, donc on n'avait pas le droit de mettre des fenêtres sur les côtés. Du coup en fait on a fait un petit dôme sur le toit et on a mis du coup une grande baie vitrée puisqu'il y a une terrasse à l'appartement pour qu'il y ait quand même un maximum de luminosité. On a fait aussi quelque chose, voilà, juste chambre avec la salle de bain, tout, sinon le reste est ouvert pour essayer que ce soit le plus lumineux possible. Donc voilà comment ça s'est passé. Il faut faire un permis de construire et puis ensuite vous attendez patiemment qu'on vous l'autorise et puis après vous pouvez commencer du coup tout ce qui est travaux. Dès que vous avez l'autorisation, il faut afficher du coup le permis de construire devant la maison, il me semble, parce que potentiellement les voisins, s'ils veulent vous embêter, peuvent vous embêter jusqu'à un certain stade. Et c'en est tout pour cette petite partie 2 concernant les travaux. C'est parti pour la troisième partie de cette FAQ. Comment j'ai fait pour les compteurs d'eau et d'électricité suite à la division du bien. Alors pour nous en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé un seul et même compteur qui se trouve en bas au rez-de-chaussée. On a fait un compteur électrique pour en haut, et sur mon compteur, enfin le compteur principal, on a mis du coup un décompteur. C'est des trucs un peu complexes, mais en gros il décompte ce que le premier étage utilise du compteur principal. Je sais pas si c'est ultra clair. C'est comme ça que nous on a fait. Ça engendre quelques petits trucs qui sont un peu embêtants parce que du coup pour la location, tout ce qui est eau, électricité, j'ai pas le droit de me faire de l'argent dessus. Voilà, faut que le monsieur paye, enfin la personne, en tout cas le locataire, paye uniquement ce qu'il a dépensé. Ce qui fait qu'en gros en fait l'agence avec laquelle on a mis le bien en location va venir, je pense que c'est tous les 6 mois qu'il nous avait dit ça, relever le compteur pour voir s'il faut qu'on rembourse ou non le locataire, ou si c'est lui qui nous doit de l'argent. Donc voilà, on a fait ça sous forme de décompteur. Je vous avoue que le plus simple aurait été de mettre un compteur en haut et un compteur en bas. Et c'est vrai que sur le moment, etc., on y a pensé. Après j'avais annulé le rendez-vous, etc. Et puis finalement on nous a dit un décompteur, c'est simple, faites ça. Mais je vous avoue que le mieux c'est quand même d'avoir 2 compteurs bien distincts. Et j'avais fait les démarches, il me semble, pour ça. Il faut simplement prévenir Engie, EDF, peu importe, pour que justement ils installent un compteur au premier étage, enfin un compteur là où vous avez besoin en fait. C'est eux qui font, c'est eux qui viennent une première fois évaluer un peu les travaux qu'il y a à faire, les placements, etc. Où est le compteur du bas pour amener à d'autres compteurs, etc. Enfin en gros ils viennent une première fois pour voir un peu comment va être le chantier, et ensuite ils vous donnent un rendez-vous pour qu'ils vous fassent le chantier. Je pense que c'est payant il me semble, selon la contrainte et tout ça, mais
Mais voilà, ça c'est ce que je vous conseillerais. Après c'est assez long, je sais que moi j'avais pris rendez-vous et j'avais eu rendez-vous peut-être 1 mois et demi plus tard finalement. Bon, je l'avais annulé parce qu'on nous avait dit oh mais non mais vous embêtez pas, mettez un décompteur. Mais voilà, c'était assez long. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fini par annuler le rendez-vous et faire un décompteur, c'est que bah en fait on savait qu'on n'allait pas l'avoir pour tout de suite et nous les travaux avançaient assez vite et tout ça et on allait vite être bloqué, donc on avait fait le choix du décompteur. Et pour l'eau du coup en fait c'est la même chose en fait, sur mon compteur d'eau bah, j'ai mis un décompteur, comme ça je sais exactement ce qu'utilise le locataire. Avez-vous loué facilement l'appartement? Oui, on a loué vraiment assez facilement l'appartement, après tout dépend de là où vous êtes etc. et de la qualité aussi de l'appartement je suppose, mais on est dans une ville où l'agence nous l'a expliqué, il y a assez peu d'appartements en location en fait, et beaucoup de demandes, ce qui fait que les appartes partent assez rapidement. Comment se passe la gestion de la location? Eh bien pas très compliqué étant donné qu'on a décidé de faire ça en agence. Vous pouvez tout à fait gérer la location vous-même, faire vos visites, l'état des lieux etc. Mais on n'avait pas de connaissances dans ce domaine-là et puis on n'avait pas envie de s'ajouter une charge en plus. Donc on a décidé simplement de faire gérer tout ça par une agence en fait. Et voilà du coup pour cette dernière partie de cette FAQ qui a été quand même pas mal longue. J'ai eu pas mal de questions, j'espère avoir répondu au mieux à toutes les questions que j'ai eues et avoir répondu et abordé un petit peu tout. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous voulez plus de précisions sur certaines réponses etc, ben n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vais prendre des câlins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. Vidéo FAQ un peu de retour, mais on se retrouve voilà, dans les prochaines semaines pour d'autres vidéos parce que ça y est, je repars un petit peu. J'essaye de prendre mon rythme et tout ça. Oh, je fais des bisous, j'ai plein de poils dans la bouche. Voilà, c'est bon. J'essaye de revenir doucement mais sûrement sur YouTube. J'ai déjà prévu mon planning un peu de février, de mars, etc. Donc normalement ça devrait revenir. La prochaine fois qu'on se revoit ça va être pour un vlog chill d'une journée avec moi où je vais du coup vous expliquer un peu comment la machine va se remettre en route. Enfin bref. Comme je l'ai dit, j'espère que la vidéo vous aura plu, que cette petite vidéo FAQ vous aura plu, qu'elle aura été intéressante et qu'elle aura répondu un maximum à vos questions. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo.